d'armes, incluant les armes nucléaires, et qui sont partie prenante d'une guerre sans frontières, et qui sont ils sont pas seulement les receveurs des contrats de la défense nationale. Bon, on parle de milliards et de milliards de dollars en rentrée, mais ils sont également, ils conceptualisent ces guerres. Ils sont appelés, ils sont consultés, ils sont les architectes de la politique étrangère américaine. Et je vous donne un exemple, un exemple qui est peu connu du public, ou pas connu du public, le 6 août 2003, qui est la journée de commémoration de Hiroshima. Okay? Le 6 août et le 9 août, c'était Nagasaki, donc les deux bombes atomiques qui ont été lancées sur le Japon en 1945. Eh bien, on a choisi cette date, non pas pour commémorer, mais pour planifier la guerre nucléaire. Okay? Et ça s'est tenu à huis clos au US Strategic Command Headquarters au Nebraska, à Omaha, Nebraska. Ceux qui ont vu le film avec Peter Sellers, Dr. Strangelove, s'en souviennent, mais c'est dans les mêmes locaux. Et là, on a convié les PDG de l'industrie de l'armement nucléaire, etc., pour venir débattre les lignes de production qu'il fallait mettre en œuvre suite à une réorientation de la doctrine nucléaire au lendemain du 11 septembre et qui s'appelait la doctrine de la guerre nucléaire préventive. On a d'ailleurs appliqué le concept de guerre préventive au lendemain du 11 septembre parce qu'on disait il faut prévenir que les musulmans nous attaquent. Okay? Donc le 11 septembre est un élément très important du point de vue historique dans l'évolution de la doctrine militaire américaine. Je ne veux pas m'adresser au 11 septembre, mais juste pour vous dire, le 12 septembre, l'OTAN, en invoquant l'article 5 du traité de Washington, déclarait provisoirement la guerre à l'Afghanistan. Bon, il n'y avait pas eu d'enquête. Sujet à une confirmation qui a été donnée par un rapport qui n'a jamais été rendu public par un individu, un fonctionnaire du secrétariat d'État, et il a été remis au Conseil de l'Atlantique à Bruxelles quelques jours avant le début de la guerre qui était le 7 octobre. Maintenant, tout le monde a soutenu cette guerre, c'est une guerre humanitaire. Tout le monde l'a soutenue. Bon, je veux dire, les médias l'ont soutenu, les gouvernements, la population disaient oui, nous ont attaqués. L'Afghanistan nous a attaqués, c'était ça l'implication en tant qu'État-nation. Et l'Afghanistan avait fait des démarches auprès du gouvernement Bush, à savoir qu'ils allaient remettre Osama Bin Laden à la justice américaine. Ils étaient prêts à le faire. Et le président Bush a dit « We don't negotiate with terrorists. Okay? » Donc, il a refusé, ça a été fait par voie diplomatique. Bon. Mais l'élément clé que les médias nous ont caché et que tous les analystes militaires savent, on ne prépare pas une guerre de théâtre à plusieurs milliers de kilomètres des États-Unis en 4 semaines, du 12 septembre au 7 octobre. Cette conférence nous a pris au moins 4 semaines de préparation. Ça peut prendre des mois, voire même des années pour mettre en branle une guerre de cette envergure. Et par conséquent, la guerre à l'endroit de l'Afghanistan était déjà prévue. Elle était prévue par le Pentagone et l'OTAN bien avant les événements du 11 septembre qui ont donné un peu le coup d'envoi, le prétexte, la justification, parce que les musulmans nous attaquent. C'était ça le discours, et nous devons nous défendre. Et maintenant, on doit se défendre de manière préventive. Donc c'est la guerre préventive. Mais je peux vous dire que cette guerre préventive, elle a pris un autre visage. C'est celui de la guerre préventive nucléaire.
Et la bombe nucléaire, maintenant, d'ailleurs, vous le voyez avec la couverture de Fukushima, qui est une guerre nucléaire sans la guerre. C'est un désastre planétaire. La radiation s'étend. Le Japon, tout le Japon est contaminé par la radiation. Les exportations japonaises sont contaminées. Mais on n'en parle pas, il y a un camouflage. Mais si vous regardez l'enjeu de la guerre nucléaire préventive, on va vous dire nous devons prévenir avec l'arme nucléaire parce qu'on risque de nous attaquer, l'Iran en particulier qui n'a pas d'arme nucléaire. Mais entre parenthèses, la Belgique a l'arme nucléaire. Hein? Les Pays-Bas ont l'arme nucléaire, deux petits pays, ok? L'Allemagne a l'arme nucléaire, ce n'est pas une puissance nucléaire, mais elle en produit pour la marine française, mais elle a également l'arme nucléaire américaine dans ses propres bases militaires, l'Italie également, la Turquie. Bon, alors, bon, vous avez un certain nombre de pays non nucléaires qui ont l'arme nucléaire pointée vers l'Iran, deux poids, deux mesures, mais jamais la population sait que ces pays ont l'arme nucléaire. Bon, elle est fabriquée aux États-Unis peut-être, mais elles sont là, elles sont déployées par ces pays. Alors, est-ce que c'est la Belgique ou l'Iran qui constitue une menace? Eh bien, les bases militaires en Belgique, Pays-Bas, en Turquie ont l'arme nucléaire, ce qu'on appelle l'arme nucléaire tactique. C'est une façon polie de dire qu'elle est plus petite, elle est moins nocive, etc. Mais c'est la même arme thermonucléaire de la guerre froide avec une nuance éventuellement dans la capacité explosive. Et maintenant, on arrive avec ce qu'on appelle l'arme nucléaire défensive, préventive, qui, selon les avis des experts, n'affecte pas la population civile. Je cite en anglais. These weapons are harmless to the surrounding civilian population because the explosion is underground. En d'autres mots, ce qu'on a fait avec l'arme nucléaire entre 1 fois et 6 fois une bombe d'Hiroshima, c'est de recatégoriser l'arme nucléaire, d'enlever l'étiquette, c'est comme un paquet de cigarettes, smoking is good for your health, et on patrocine l'arme nucléaire tactique comme étant une arme de paix et d'action humanitaire. Je ne plaisante pas parce que la littérature du Pentagone le dit très clairement. Et vous avez toujours des scientifiques qui sont prêts à se vendre, c'est clair, ok? Mais ils disent underground, c'est à peu près 20 pieds sous terre. Bon, on connaît l'arme nucléaire. Mais ce que je veux vous signifier, j'ai beaucoup de problèmes avec ce livre. Ça s'appelle Towards a World War III Scenario. C'est un titre qui fait peur. Les gens ne veulent pas acheter le livre. Écoutez, vous déciderez si ça vaut la peine d'investir dans un livre avec un titre aussi déprimant que ça. Mais je souligne bien, c'est le scénario de la Troisième Guerre mondiale. C'est pas la Troisième Guerre mondiale qui est analysée, c'est le scénario. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Et d'ailleurs, ils ne parlent pas nécessairement de l'Iran ou de la Corée du Nord ou de la Russie ou de la Chine. Lorsqu'ils font des exercices militaires, ils parlent d'un pays fictif qui s'appelle Rubeck, d'un autre pays fictif qui s'appelle Shuria, d'un troisième pays qui s'appelle Birmingham, et le dernier s'appelle Nemazi. China, Russia, Iran, North Korea. C'est ça. Donc là, on change le nom des pays,